Andrés, un point qui l'a amené à diriger différentes équipes tech à la Banque de France ou dans le secteur financier. Andrés est aujourd'hui chargé de mission auprès du Chief Digital Officer de la Banque de France. Et en gros, son rôle, c'est à travers notamment le Lab d'innovation de la Banque de France, c'est de faire le lien entre l'écosystème innovant en France, voire à l'international, mais également aussi en région, et la Banque de France par rapport à ses métiers en tant qu'institution financière. Bonjour Andrés. Bonjour, bonjour à tous. Pour commencer la table ronde, je vais reprendre les mots de Arnaud Codou ce matin, si je ne me trompe pas. On va parler d'expérience utilisateur. Donc, si je ne me trompe pas, elle a été désastreuse, l'expérience utilisateur pour les institutions financières. C'est les mots de BPI ce matin. Ça a été, si je reprends les mots d'Arnaud Codou, un des premiers endroits où l'innovation a insufflé le secteur financier. Sébastien, pour commencer, tu confirmes ? Et qu'est-ce qui va... Il y a encore un terrain là-dessus ? Elle a été désastreuse et elle est encore loin d'être au niveau d'autres secteurs. Moi, j'ai coutume de dire chez April que nos clients, ce sont également des clients de Netflix et d'Amazon. Et force est de constater qu'on n'est pas encore complètement au niveau en termes d'expérience client. Alors, dans notre secteur, elle a été désastreuse. Je pense que les banques ont déjà fait une bonne mue digitale il y a quelques années. L'assurance est encore un peu à la traîne. On a un peu de boulot pour revenir à ce bon niveau. Donc, on y travaille. Moi, j'ai parlé d'April, donc je pense que vous connaissez tous April, parce qu'on a la chance d'être un groupe lyonnais, il y a un peu plus de 30 ans, avec un entrepreneur de génie qui s'appelait Bruno Rousset, qui a fondé ce groupe, sur justement les bases de l'expérience client, puisqu'à l'époque, les petits courtiers de proximité qui sont nous, nos clients, travaillaient en direct avec des gros assureurs, qui n'avaient pas beaucoup de temps pour s'occuper d'eux et pas une bonne qualité de gestion. Et Bruno Rousset a créé un intermédiaire qui s'appelle le métier de courtage grossiste, pour apporter justement une bonne expérience à ses clients B2B. Et puis le groupe a grossi pendant 30 ans. On est aujourd'hui les leaders nationaux sur notre secteur. Et on va dire que dans les 10 dernières années, eh bien, il y a eu énormément d'insurtech qui sont arrivés, spécialisés sur des métiers qui nous ont un peu chamboulés. Donc moi, je ne suis pas chez April depuis 30 ans, bien sûr. Je suis arrivé avec le nouveau fonds il y a 2 ans. Et on a entamé une vraie mécanique de digitalisation pour redonner sa superbe au groupe April. Et puis surtout, aller sur des usages, des expériences clients qui sont, à défaut d'être ceux d'Amazon et Netflix, au moins au niveau des attentes de nos clients. Donc pour ça, on a mis en place un hub digital. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis, on essaye d'accélérer via l'intelligence artificielle pour apporter constamment de la valeur ajoutée à nos courtiers qui sont nos premiers clients et puis à nos clients finaux. Avant de passer la parole à Cédric, si vous voulez poser des questions à chacun des intervenants, n'hésitez pas, comme c'est l'usage depuis ce matin, à faire passer les micros et à poser des questions. Cédric, côté banque maintenant, peut-être pour la caisse d'épargne, plus largement le hub. Côté caisse d'épargne et plus largement pour les fintech, je crois que la banque, en l'occurrence la caisse d'épargne Rhône-Alpes, a comme April depuis quelques temps déjà développé des projets en interne de digitalisation pour se rapprocher des usages Netflix. Alors, il y a des super applis aujourd'hui, c'est vrai. Je crois qu'on peut tous noter les énormes progrès de nos banques. Il y a peut-être une petite lenteur parfois pour être à niveau avec d'autres solutions. Ça s'explique sans doute par le fait que les banques sont avant tout tiers de confiance, qu'elles ont une attention particulière aux données de leurs clients, à la sécurité de tout ce qui a trait aux clients. Et donc, elles prennent peut-être parfois un petit peu plus de temps pour s'assurer qu'on est vraiment au top niveau de l'état de l'art. Voilà. Néanmoins, je pense que le monde de la banque peut sans doute analyser la dynamique fintech et puis retirer peut-être quelques pistes pour aller un peu plus vite ou pour avoir un service client plus proche de Netflix, par exemple. Le premier, les fintech, elles sont toutes à l'état de l'art des nouvelles technologies. Tous les services qu'elles créent, elles les créent avec des technologies qui sont à la pointe. Elles ne sont pas empêtrées dans des années de développement de couches et de surcouches. Et je crois que ça, c'est quand même un gros point fort des fintech, c'est cette capacité à pouvoir tout de suite apporter de la valeur et tout de suite pouvoir faire réagir la technologie à des besoins clients. Chose que peut-être nos organisations plus traditionnelles ne peuvent pas. Le second point, c'est l'arrivée de nouvelles émergences, je qualifierais d'impact, tout ce qui est lié à l'environnement et au social. Nombre de fintech aujourd'hui répondent à ces besoins sociétaux en premier lieu.
c'est un mot d'ordre et ça correspond vraiment à une attente des clients. Et du coup, derrière, forcément, quand on répond à votre besoin, le client a l'intention, a davantage conscience qu'on prend soin de lui. Je pense alors pour parler de données aux banques, par exemple, si vous prenez Greengot, qui est une banque green, vous allez avoir jusqu'à votre carte bleue qui est en plastique recyclé, et puis tous les produits qu'on vous propose sont green et théoriquement certifiés green. Voilà. Donc en tout cas, on va pousser au fond des approches marketing de ce type. Et puis surtout, je crois que ce que les fintechs nous ont vraiment appris dans les dernières années, c'est la question de l'hyper-ciblage. Aujourd'hui, une start-up va avoir une offre, donc elle va s'appuyer sur une technologie, elle va répondre très rapidement à une demande très précise d'un segment de marché très très précis. Deux exemples que l'on connaît bien du Hub 612. Par exemple, la société Mon Petit Placement, dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui va accompagner des jeunes cadres qui ont entre 50 et 200 euros à mettre de côté à la fin du mois, qui ont moins de 30 ans, et va aller les chercher dans leur canapé, sur leur mobile, en leur parlant avec les codes de cette génération. Voilà, donc ce ne sont pas des jeunes de moins de 30 ans, ce sont des jeunes qui correspondent vraiment à ces critères très spécifiques. Et là, on va aller leur vendre quelque chose. Le jeune cadre, 3 enfants, 45 ans, il n'est plus dans la cible. Lui, il aura autre chose. Sans doute une autre appli, sans doute d'autres produits. Voilà. Donc c'est cette hyper spécialisation qui est quand même quelque chose qui, je pense, est au cœur de l'usage aujourd'hui. Ou un autre exemple plus B2B, une start-up qui est dans l'assemblée, EasyPay, qui propose du cashless, notamment soit dans le monde du festival, soit pour les clubs de sport. Voilà, au-delà de la simple technologie de pouvoir payer comme on est, donc sans cash, donc en cashless, cette société va aussi environner cette offre de tout ce que les clients attendent, donc hyper spécialisé avec le traitement de la data, la gestion des caisses, la gestion des entrées, des gratuités, etc. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment central aujourd'hui. Pour innover, il faut maîtriser les technologies, bien sûr, mais après, il faut aller au bout de la niche. Et chaque client, finalement, appartient à une niche. Merci Cédric. S'il n'y a pas de questions, on va aborder un deuxième volet de cette table ronde. Peut-être plus en parlant non plus de l'expérience client, expérience utilisateur, service financier, mais plus sur la partie interne. Est-ce qu'il y a, du coup, messieurs, de l'innovation au sein de vos institutions? Comment ça se passe? Je vais commencer par Andrés, peut-être. Pour la Banque de France, avec une double casquette, Andrés, déjà, est-ce que la Banque de France favorise l'innovation quand elle régule ses institutions financières? Première sous-question. Deuxième question, après, la Banque de France est aussi une institution financière qui elle-même innove peut-être, Andrés? Oh, elle fait plus qu'innover. Alors, très clairement, un petit rappel quand même. La Banque de France, nous avons 3 missions qui touchent l'ensemble de la population à plusieurs fois par jour. Et vous m'entendez? C'est mieux là. T'as bien fait de prendre le micro, tiens. Non, mais c'est bon, je me débrouille. J'ai pivoté. Donc, les citoyens, les entreprises, on déploie la stratégie monétaire qui est décidée au sein des conseils gouverneurs à la BCE. On suit évidemment tout ce qui est stabilité financière et surtout, quelque chose qui est peut-être moins connu, mais beaucoup plus palpable en région, c'est les services à l'économie. Donc, au niveau de ces 3 missions, on est partenaire de l'innovation et on innove aussi en interne pour être plus efficace. Parce qu'en fait, on a 3 piliers de la relation avec l'écosystème. Quand je parle d'écosystème, c'est l'ensemble de l'économie, que ce soit les entreprises financières, les entreprises ou les ménages. C'est que, évidemment, on porte la régulation. Ça, on le porte, on l'assume, on l'explique. C'est extrêmement important de pouvoir discuter avec les startups, avec les acteurs innovants, avec les banques, avec les assurances, de la régulation telle qu'elle a décidé, et comment jouer avec pour faire du business. On fait de la facilitation, donc on fait en sorte que, notamment, malheureusement, la personne de la CPR qui était là, je crois qu'elle est partie chercher Dominique Labourex, on a mis en place, par exemple, le pôle FinTech Innovation qui va être un point de contact vis-à-vis des FinTech
pour ne pas effrayer les fintechs. C'est-à-dire, on va les accompagner, on va les guider, on va les conseiller pour les bons types d'agréments s'il y a besoin d'agréments. Il y a aussi un nouveau rôle qui a été mis en place, et on va au-delà des fintechs, qui est le correspondant start-up, qui est un réseau des correspondants dans l'ensemble des capitales French Tech en France, qui va discuter avec les milieux innovants, donc les startups, pour les accompagner dans le financement. Et puis, pour finir, le troisième pilier, c'est expérimenter. On met les mains dedans. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important, via le lab de la Banque de France, à la fois pour notre propre transformation digitale, mais aussi en relation avec l'écosystème, expérimenter. Peut-être que vous ne le savez pas, certains le savent, la première blockchain de place interbancaire au monde a été proposée par la Banque de France et tourne depuis 2017. On a fait, le use case est assez petit, mais il tourne. On a passé deux semaines pour fournir une information à 2 secondes, c'est temps réel. On l'a fait parce qu'on a mis les mains dedans. On a fait des expérimentations sur l'IA. On a échangé avec l'écosystème sur l'IA. Adeline a évoqué toutes les expérimentations qu'on fait sur la monnaie numérique de Banque centrale. Ce qui est important, c'est être expérimenté. Donc, on joue effectivement sur l'innovation. On considère être un acteur pleinement engagé, important vis-à-vis de l'écosystème, vis-à-vis de vous tous, mais aussi il est important qu'au sein de l'organisation, l'innovation soit diffusée pour être légitime vis-à-vis de l'extérieur. Et être légitime vis-à-vis de l'extérieur nous permet aussi d'être légitime en interne pour assurer cette innovation. Et ça, on le fait évidemment avec les hommes et les femmes de la Banque de France, avec les hommes et les femmes qui sont nos partenaires et nos interlocuteurs au niveau de l'écosystème. Et donc, on joue également, évidemment, sur nos capacités internes, mais on fait aussi développer l'innovation en s'appuyant sur des ressources, sur les savoir-faire qu'on peut faire appel en fonction de nos actualités pour intégrer l'innovation via le lab. Est-ce que ça répond à la question? A priori, oui. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Cédric, peut-être Andrés parlait de compétences, ça change un petit peu les compétences en interne côté Banque de France. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve également? Oui, comme disait Andreas, l'innovation est portée par les femmes et les hommes de nos organisations. Je pense que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, mais comme toutes les banques, elles ont su mettre à niveau les compétences des collaborateurs qui en avaient besoin, sachant que les collaborateurs sont sans doute au fait déjà de la digitalisation du monde dans lequel on vit. Certes, il y a des nouvelles expertises qui sont nécessaires. On parlait tout à l'heure d'IA, on parlera encore de blockchain, donc il y a des expertises qui vont être nécessaires dans les banques. Moi, je n'ai pas de souci sur le fait que les banques vont réussir à acquérir ces expertises. Il y a plutôt une culture de l'expertise dans la banque. Il y a des experts de tout partout. Donc, il y aura maintenant des experts techno et je ne pense pas que ce soit un problème en soi. D'ailleurs, aujourd'hui, les meilleurs data scientists de la place, ils vont soit dans des banques, soit dans des startups. Hein, donc, on le sait. Donc, il n'y a pas de souci sur la question de l'expertise. En revanche, il y a peut-être un sujet sur lequel il y a encore du travail. Notamment, c'est la réponse à l'accélération des cycles d'innovation et à la capacité à gérer de l'incertitude. Les cycles d'innovation qui s'accélèrent, donc des cycles très courts, nécessitent, à mon avis, et très certainement, un changement de posture des équipes. Être capable de décider vite, de produire vite, de tester, d'apprendre, éventuellement d'échouer et de rebondir. Et donc cette posture d'innovation, qui est une posture très entrepreneuriale, je pense qu'elle n'est pas du tout naturelle au sein des organismes bancaires, alors qu'il me semble qu'elle est complètement nécessaire pour toute organisation qui souhaite innover. Donc on ne parlera peut-être pas forcément d'entrepreneuriat, mais d'intrapreneuriat. Nous, Web 612, on parle de la transformation entrepreneuriale des équipes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble assez essentiel, c'est ce changement de posture. Et ce changement de posture, il faut aussi l'associer à une autre nécessité, qui est celle de savoir travailler en transversalité. Alors ça,
Les banques le font de plus en plus, elles drainent de plus en plus de partenariats. La Caisse d'épargne, en l'occurrence, avec son histoire coopérative, sait de quoi elle parle. Néanmoins, maintenant, c'est faire du coopératif pour gérer de l'innovation, ce qui est quelque chose d'un petit peu différent encore. Donc c'est apprendre à travailler avec toutes les parties prenantes d'un écosystème, apprendre à travailler avec ses concurrents, apprendre à travailler avec ses clients, faire confiance et donner des responsabilités à des gens qui jusqu'alors n'avaient pas forcément une crédibilité hiérarchique. Voilà. Donc je pense qu'il y a clairement ce changement de posture intrapreneuriale et savoir travailler dans la transversalité, qui sont encore des compétences à acquérir pour nos organisations. Mais ce n'est pas que propre à la banque, je pense que c'est propre aux grandes organisations historiques. Sébastien, pour April, c'est déjà là tout ça, ou vous avez déjà des nouvelles habitudes de travail, ou c'est à construire? Alors, je vais reprendre ce qu'il a dit. Effectivement, il y a ces postures intrapreneuriales. Et puis, moi, je pense qu'il faut avoir les bons talents, bien évidemment, et les mettre dans des bonnes dispositions. Ce que l'on a fait chez April, c'est qu'on a créé un hub digital qui est dédié à l'expérience client, d'ailleurs qui est plus expérience client que digital à la base. Et on a regroupé tous les talents qui allaient travailler sur les sujets d'expérience client. Donc, on a des data scientists, pas aussi bons que dans les banques, on en a, on est preneurs. Je plaisante, mais on a les data scientists, on a toutes les personnes marketing, expérience client, tous nos développeurs, et puis ce hub digital, pour le faire vivre et donner une raison un peu à nos salariés de venir et de faire foisonner des idées, on fait venir des startups et on fait venir nos courtiers et on co-construit ensemble les applications. Je vais vous donner une illustration. On a lancé ce hub digital en plein Covid, donc pour le coup en mode remote, même si aujourd'hui c'est en physique. Et puis on a travaillé avec nos courtiers sur une problématique qu'on a sur l'assurance. Alors, il y a beaucoup de banquiers dans la salle. Vous savez, quand on va tous faire une offre de prêt pour acheter un bien, on se retrouve avec un dossier de prêt qui fait 60 à 70 pages et on a un courtier qui épluche le dossier pour proposer la bonne assurance emprunteur. Donc il passe à peu près autant de temps à analyser le dossier quand il n'est pas spécialiste du prêt qu'à faire son devoir de conseil. Nous, on a travaillé avec les courtiers sur tout un parcours avec de l'intelligence artificielle qui, en quelques minutes, scanne tous les documents, pré-remplissent toute la partie formulaire de l'assurance emprunteur, ce qui fait que le courtier est recentré sur son cœur de métier qui est le conseil. Toute la partie, je dirais, administrative a été remplacée par l'intelligence artificielle. Ça a fonctionné parce qu'on l'a co-construit avec des courtiers. Les courtiers qui étaient très spécialisés, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils savaient qu'avec la caisse d'épargne de Rhône-Alpes, ça se trouvait à telle page, etc. Mais le petit courtier qui est sur différentes lignes de produits, et qui ne fait pas souvent d'assurance emprunteur, il a besoin de ça. On l'a co-construit avec eux. Et puis, on fait venir également des startups qui travaillent avec nous. L'année dernière, on a travaillé avec une startup qui s'appelle Captain Wallet. On a tous une carte de tiers payant quand on va à la pharmacie ou chez le médecin. Et si vous êtes à peu près aussi bien organisé que moi, allez quelque part au fond d'un placard ou dans une boîte mail et je ne me souviens plus le code pour aller la chercher. On a tous un smartphone. On a juste digitalisé la carte de tiers payant dans le wallet, au même titre qu'on va retrouver nos billets Air France, etc. C'est tout bête. On a été les premiers à le faire et ça répond à des usages de maintenant. Donc on a changé les habitudes de travail et du coup ça nous a permis d'itérer, d'aller vite et d'avoir des réponses qui correspondent vraiment à ce que veulent nos clients parce qu'on les co-construit avec eux. Merci beaucoup. Je ne vois pas de main qui se lève, donc je continue. Là, ces messieurs vous ont dit qu'ils maîtrisaient l'innovation, qu'ils essayaient de maîtriser. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous subissez pas un petit peu les choses et abordez ça sous un angle plus risque? Est-ce que vous voyez des risques à tous ces process d'innovation dans vos structures? J'ai envie de vous entendre sur cet aspect-là des choses. Est-ce que vous maîtrisez vraiment tout ça ou est-ce que vous subissez un petit peu ce que le marché vous impose? Qui veut se lancer en premier? C'est la question piège qui n'était pas prévue. Alors, on aime bien. Allez, j'y vais. Mais c'est pas grave. La maîtrise du risque à la Banque de France. Il n'y a pas de souci. Alors, par rapport à cette question, l'innovation est un risque. Il faut y aller. Il faut se planter. C'est tromper, c'est un diplôme, comme disait l'autre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement difficile à mettre en place dans une organisation comme la nôtre, dans laquelle, évidemment, on porte quelque chose. Donc faire penser autrement les changements culturels est une innovation, est un risque. On doit pousser les agents de la Banque de France à aller plus loin. C'est pour ça qu'on a, par exemple, mis en place de l'entrepreneuriat. On a appelé les gens à proposer des idées. On a lancé des projets en interne et pour pouvoir faire. On propose au sein du lab d'essayer et dire si quelque chose, une idée ne marche pas, savoir pourquoi elle ne marche pas. Donc l'innovation
Oui, de toute façon, je pense que l'innovation, on ne pourra jamais la contenir. Parce que de toute façon, l'innovation, c'est un déséquilibre. L'innovation, c'est comme la marche. On n'arrête pas. Si on arrête de marcher, si on met un premier pas, si on ne lance pas la deuxième jambe, on va tomber. Donc, non, c'est un risque à prendre. C'est quelque chose qui doit se faire en connaissant les risques qu'on peut prendre. Ça, c'est très, très important. Sinon, on n'aurait pas fait plein de choses. On n'aurait pas imprimé des billets, par exemple. C'est un risque, imprimer des billets. Qui aurait cru que 10 euros aux 10 francs, on acceptait comme c'était à l'époque, on n'a pas basculé au billet. Donc l'innovation, c'est quelque chose qui est propre de Homo sapiens. Enfin, on n'a pas inventé l'innovation parce qu'on est au XXe siècle. Hein. Donc oui, on prend le risque d'y aller. J'y vais. Ouais, moi, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Je pense que l'innovation, quand on parle fintech, insurtech, on parle souvent de briques techno et de levée de fonds. Avant ça, c'est avant tout des hommes, des entrepreneurs. Et c'est les Américains qui disent prendre des risques, c'est échouer. Et nous, on cultive la culture de l'échec. Je préfère des équipes qui échouent. Quand on est dans un lab digital, comme ce qu'on vient d'évoquer, c'est pas pour avoir que des succès. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais l'intérêt, c'est comme on est agile, qu'on en tient compte et qu'on itère, on doit arriver à réussir. Et je pense que cette culture-là, elle n'est pas facile à mettre en place. C'est bien beau, en tant que manager, d'expliquer que nos équipes fonctionnent comme ça. Au quotidien, quand ils se plantent, ça nous embête quand même. Donc on a une vraie culture d'adaptation, de pousser pour que les gens forcent. Et puis, il faut que les idées foisonnent. On a besoin d'avoir des entrepreneurs qui ont trop d'idées. Il vaut mieux que ce soit nous qui les canalisions que l'inverse. Donc je partage exactement ce qui vient d'être dit. On entend souvent dire que les banques ne prennent pas de risques. Peut-être qu'elles prennent un risque calculé et que quand on parle d'innovation, finalement, c'est difficile de le calculer, ce risque. Donc il y a une certaine peur de l'inconnu. Et du coup, face à cette peur de l'inconnu, la Caisse d'épargne, elle a pris un premier risque déjà il y a 5 ans, c'est de confier à une équipe de non-banquiers, donc plutôt des profils d'entrepreneurs, la création du Hub 612, avec l'idée derrière de veiller sur ce qui se passe dans le monde de la banque et de l'assurance. L'idée d'aller sourcer des projets qui pouvaient avoir du sens et qui potentiellement pourraient être de leviers de croissance. Voilà, donc le premier risque a été peut-être de faire confiance à des gens qui ne sont pas banquiers pour gérer l'innovation d'une manière différente. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a bien payé puisque le Hub 612 a pu détecter pas mal de startups qui ont du sens pour le groupe Caisse d'épargne Rhône-Alpes et pour le groupe BPCE au sens large, et puis pour tout le monde au final. Et puis aussi a permis de voir que dans les fameuses postures dont je vous parlais tout à l'heure, les postures des entrepreneurs pouvaient être parfois adaptées à l'innovation dans la banque. Voilà. Donc ça, c'était le premier rôle du Hub 612. Et puis, comme tu disais, je suis venu avec deux casquettes. Alors, je ne suis pas le responsable finalement de l'Innovation Center de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Je suis un des animateurs. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant avec cette structure. L'idée est de se dire, si on reste uniquement centré sur nos compétences internes, on ne pourra pas innover. Et si on attend que ça nous tombe tout cuit, on n'y arrivera pas non plus. Donc c'est comment faire de la co-création, de la co-construction avec des acteurs de l'écosystème qui n'ont pas les mêmes réflexes que nous, donc en l'occurrence avec des startups. Voilà, donc l'Innovation Center est né comme cela, avec cette volonté de co-construire avec des méthodes un peu novatrices l'innovation de demain dans la banque. Ça, c'est une première chose, donc ce rôle de passerelle. Et je vous disais d'animation, parce que cette structure, elle a une gouvernance aussi un peu particulière. Déjà, c'est mouvant, les gens qui interviennent dedans sont mouvants. Je ne suis pas responsable, je ne sais pas s'il y a un responsable. Il y a différents animateurs qui ont une ambition commune qui est de créer de l'innovation et en tout cas de faire des choses un peu mieux. Et je crois que là, on touche du doigt, alors on le touche simplement du doigt parce qu'on n'en est qu'au début, mais un des besoins sans doute fondamentaux de nos organisations aujourd'hui, si on veut vraiment pouvoir innover, c'est travailler sur des nouveaux modes de gouvernance. Vous voyez, comme quand on parle de blockchain, comme ça nous chatouille, hein, cette histoire de décentralisation, finalement, qui a le pouvoir, qui a la valeur ajoutée, qui a les gains.
c'est quand même bien plus simple si tout ça va à un seul endroit. Sauf que manifestement, c'est plus comme ça que ça peut fonctionner. Il va falloir créer de la valeur ensemble, il va falloir partager la valeur, et donc peut-être aussi travailler sur des solutions de gouvernance un peu atypiques, en tout cas atypiques pour la période dans laquelle on est en train de vivre, mais qui seront peut-être complètement naturelles dans quelques années. Voilà. Donc je crois que là où on a tous un effort à faire, et c'est sur ce nouveau mode de gouvernance. Merci Cédric. En tout cas, tu as pris le risque de nous poser des questions qui n'étaient pas prévues. Vous avez super bien rebondi en reparlant de ce qui était prévu. Est-ce que l'un d'entre vous dans la salle veut interagir avec nos experts? Non, du coup on est en avance, Roland. Je crois. C'est l'après de repas. Ah, une question. L'innovation, c'est bien en effet les hommes, parce que c'est les hommes qui innovent. Comment est-ce que vous assurez d'avoir les personnes qui créent l'innovation, ceux qui sont qu'on voit, en fait, ils incubent des startups qui apportent l'innovation et qui sont après comment ces hommes-là, vous les intégrez dans votre organisation? Et c'est des gens qui réfléchissent aussi sur l'innovation, l'intérêt, mais aussi sur le bénéfice financier de l'innovation qu'ils vont apporter. Et comment vous arrivez à faire venir ces personnes qui sont intéressés sur la prise de valeur du travail qui crée, indépendamment du salaire. Pour la question de salaire, pour moi, c'est plus simple. Non, mais chez nous, à la Banque de France, l'idée, c'est qu'on a créé donc le lab, c'est un hub d'innovation. En fait, on fait venir les gens des métiers. On a la chance d'avoir des experts dans des domaines extrêmement variés, des gens qui sont extrêmement motivés et vraiment avec une culture des services publics, hein, vraiment. Et on fait en sorte que des gens viennent avec des idées pour travailler sur des questions qui vont améliorer leur quotidien et donc rendre un meilleur service par rapport aux 3 missions que j'évoquais tout à l'heure. Donc on a mis en place, l'entrepreneuriat, on a fait avec la CPR. Ça a très bien marché. Il y a 5 projets qui sont en cours. Il y en a 1 ou 2 qui sont déjà en prod. On fait appel aussi, on a travaillé par exemple sur l'IA avec des personnes qui travaillent sur les entreprises, en lien avec l'URSSAF, avec les impôts, pour travailler sur les signaux faibles. Donc c'est quelque chose qui passionne. Aussi, on a des équipes qui sont en relation avec les personnes, les entités innovantes. Évidemment, les fintech, mais pas que. Il y a des personnes qui, au sein des banques, des assurances, veulent innover. Et quand on a mis en place notre blockchain Madré, qui tourne depuis bientôt 4 ans, hein, dans 1 mois c'est 4 ans, dans 2 mois, des gens sont venus nous voir. Heureusement que vous avez fait ça. Comme ça, j'ai pu dire, si à la Banque de France, ils font ça, alors que c'est... Voilà, et on imagine la Banque de France comme étant quelque chose d'extrêmement monolithique, il faut qu'on y aille. Donc on joue à ces catalysateurs aussi. Donc c'est pour ça qu'on a une certaine facilité à échanger avec l'écosystème. Donc voilà comment on fonctionne. Nous, on a de toute façon des soucis pour faire venir des experts, des data scientists, notamment. C'est comme nous tous, je pense. Alors, peut-être pour compléter, chez April, et puis pour répondre sur la partie, surtout participation à la création de valeur, alors nous, on a la chance d'avoir un fonds, donc on a un manpack, sans rentrer dans les détails, qui permet qu'une certaine catégorie, en tout cas des personnes qui portent les projets, qui poussent l'innovation, peuvent être récompensées financièrement. Mais au-delà de ça, moi je vois surtout sur les métiers de la tech, les développeurs, je ne sais pas qui tout à l'heure a dit qu'à Lyon, on n'avait pas trop de mal à recruter. Ils sont chanceux, moi sur les développeurs, j'ai du mal. Mais voilà, je pense que c'est des denrées rares pour tout le monde. Donc avec une inflation des salaires compris 20 à 30% en 1 an, quand on voit cette population-là, alors je ne parle pas de ceux qui sont entrepreneurs, qui ont créé leur start-up, qui viennent travailler chez nous, il y a bien évidemment le salaire, puisqu'il n'y a pas de jeu d'offres et de demande, en tout cas pas en leur défaveur. Mais donc c'est tous des jeunes de moins de 30 ans généralement. Ils sont très attachés maintenant à l'engagement sociétal des boîtes. Alors nous, on a de la chance chez April, parce qu'il y a une fondation April depuis longtemps, il y a une histoire à Lyon, etc. Mais il y a effectivement cet aspect création de valeur, mais c'est vraiment important. Enfin, moi, je le vois dans les entretiens avec ces populations-là, c'est pas le seul facteur. Il y a le flex office, etc. Mais j'ai envie de dire,
grâce à la crise Covid, pour le coup, dans les effets positifs, ça c'est assez derrière nous. Mais il y a vraiment cet engagement. C'est quoi l'histoire que veut raconter April? Qu'est-ce que vous nous apportez? Vous faites quoi positivement? En plus de cet aspect création de valeur auquel il faut savoir répondre, bien sûr. Moi, pour répondre à cette question, puisque j'ai un autre élément de réponse, au Hub 612, dans notre offre d'accompagnement des startups, on accompagne les entrepreneurs à créer leur premier board. Et la question, souvent, c'est comment vous pouvez intéresser des gens à venir aider une innovation à trouver son marché. Puisque, généralement, au départ, c'est bénévole. Et du coup, ça marche, ça répond en partie à ta question. Moi, il y a 3 critères. Il y a ceux qui veulent changer le monde. Donc, on voit beaucoup dans les équipes d'innovation des gens qui trouvent simplement une motivation à travailler pour demain sans attendre rien d'autre. Ça peut durer un temps, en tout cas. Il y a ceux qui souhaitent aussi s'oxygéner ou rencontrer d'autres parties prenantes. C'est le cas notamment de cadres de grands groupes qui viennent aider des startups. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui viennent d'un autre milieu, qui ont d'autres idées, et finalement venir challenger ses propres idées avec des idées d'autres qui ne sont pas plus bêtes que moi. Donc voilà, c'est cette idée de l'interaction, d'interconnexion qui fait du bien et qui est source d'innovation. Puis le troisième, c'est l'argent. Alors dans les boards, souvent, certains restent dans les boards à terme et prennent des parts au capital. Donc en fait, il y a un certain sens avec un retour financier sur une innovation qui est là pour servir demain. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les startups. Dans les grandes organisations, je ne sais pas comment on peut motiver les salariés sur l'innovation de demain. Il manque peut-être une offre sur le marché, un entrepreneur talentueux qui nous sortirait quelque chose. Tu as une idée? Comment s'appelle l'entreprise? Il est venu la chercher. Merci à tous et retour à 15h15.